Après le divorce, ma femme fortunée m'a mis à la porte sans le moindre sou. Je suis allé utiliser la vieille carte que ma mère m'avait laissée, mais le banquier a pâli en criant « Monsieur, vite. Regardez ça !» J'ai été sous le choc en découvrant que la carte de distributeur était usée sur les bords, à peine lisible après être restée dans mon portefeuille pendant 23 ans. Ma mère l'avait pressée dans le creux de ma main la semaine précédant sa mort, ses doigts frêles tremblant contre les miens. « Promets-moi que tu ne l'utiliseras que lorsque tu n'auras vraiment plus rien, avait-elle chuchoté. J'avais promis, n'imaginant jamais que j'en aurais réellement besoin. Mais, debout devant la Bank of America sur Harrison Street, avec seulement $47 à mon nom et nulle part où dormir, j'ai finalement glissé cette carte dans la machine. Ce qui s'est passé ensuite a fait sortir le directeur de l'agence en courant de son bureau, le visage aussi blanc qu'une feuille de papier d'imprimante. « Monsieur, s'il vous plaît, ne bougez pas, dit-il, la voix brisée. J'ai besoin que vous entriez immédiatement. Ce compte. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Je m'appelle Nathan Pierce. J'ai 45 ans et, il y a 72 heures, ma femme Victoria m'a jeté hors de notre manoir de Riverside comme si j'étais une ordure de la veille. Elle a tout gardé, la maison que j'avais aidé à acheter, les voitures, les comptes d'investissement, et même le chien que j'avais sauvé quand il était chiot. Son avocat, Preston Manning, m'avait souri de l'autre côté de cette table de conférence en acajou, tel un requin sentant le sang. Monsieur Pierce, étant donné que tous les actifs ont été acquis pendant le mariage grâce aux revenus de Madame Pierce, et compte tenu de vos contributions financières minimes au fil des ans, vous repartirez avec exactement ce que vous avez apporté dans ce mariage. Rien. Victoria était assise là, dans son tailleur Chanel, consultant son téléphone pendant que ma vie était démantelée. 15 ans de mariage réduit à une pile de papier, que j'ai signé d'une main tremblante car je n'avais pas les moyens de me battre. Mon salaire d'enseignant avait contribué à notre train de vie, certes, mais ses revenus de cadre dans la tech avaient payé le plus gros. Avec les lois sur la communauté de biens en Californie, celui qui gagne le plus finit souvent par l'emporter, et j'avais perdu de façon spectaculaire. Mais ce matin-là, au distributeur automatique, tout a changé. Et ce que j'ai découvert sur ma mère, sur ma famille, et sur la femme que j'avais épousée allait bouleverser mon monde entier. Si vous aimez cette histoire, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner et laissez un commentaire ci-dessous. Votre soutien signifie tout pour moi, et je lis chaque commentaire. Maintenant, continuons avec la suite des événements. 3 jours plus tôt, j'étais assis dans notre bureau à domicile, aidant Victoria à préparer sa présentation trimestrielle pour les investisseurs. C'est ce que je faisais, soutenir sa carrière, éditer ses diapositives, et m'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. J'ai enseigné l'anglais au lycée pendant 28 ans, rentrant chaque jour à la maison pour retrouver une femme qui gagnait 10 fois mon salaire et ne me laissait jamais l'oublier. Nathan, peux-tu te rendre utile et attraper le chargeur de mon ordinateur, avait dit Victoria sans lever les yeux de son téléphone. Pas de chéri ou mon cœur, juste Nathan. Comme si j'étais un domestique. Je suis entré dans notre chambre, et c'est là que je les ai vus. Des papiers de divorce soigneusement disposés sur mon oreiller, comme une sorte de service des tâches tordues. Mon cœur s'est arrêté. Victoria est apparue dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, semblant irritée que je les ai trouvés avant qu'elle ne soit prête. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit, comme si elle planifiait un rendez-vous chez le dentiste. « Vic, qu'est-ce que c'est ?» C'est exactement ce que ça en a l'air. Je demande le divorce. Preston a tout préparé. Tu n'as qu'à signer. Je me suis assis sur le bord de notre lit, ce lit où nous avions dormi ensemble pendant 15 ans, et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Victoria a ri. Elle a vraiment ri. Tu n'as rien fait de mal, Nathan. Tu es juste insuffisant. J'ai 42 ans, je dirige une entreprise technologique valant 200 millions de dollars, et je suis marié à un professeur de lycée qui pense qu'une soirée sortie signifie aller chez Olive Garden. Comprends-tu à quel point c'est embarrassant? Je pensais que nous étions heureux. Tu pensais mal, a-t-elle dit. Je suis malheureuse depuis des années. J'ai juste fini par me lasser de faire semblant. Elle a vérifié sa montre, une Cartier pour laquelle j'avais économisé pendant 3 mois afin de lui offrir pour notre 10e anniversaire. Preston attend dans son bureau. Finissons-en. La réunion fut brutale.
Preston Manning était spécialisé dans les divorces à gros enjeux pour des clients fortunés qui voulaient écraser leurs futurs ex-conjoints. Il avait préparé le dossier de Victoria avec une précision chirurgicale. Tous les biens matrimoniaux ont été achetés principalement avec les revenus de Madame Pierce, a expliqué Preston en faisant glisser des documents sur la table. La maison achetée il y a 12 ans, l'apport initial provenant entièrement du bonus de Madame Pierce. Les comptes d'investissement financés entièrement par Madame Pierce. Les véhicules, Madame Pierce. La propriété de vacances à Lake Tahoe, Madame Pierce. Mais la Californie est un état de communauté de biens, ai-je dit, ma voix semblant faible même à mes propres oreilles. Je n'ai pas droit à la moitié? Preston a souri comme si je venais de raconter une blague. En théorie, oui. Mais Madame Pierce est prête à se montrer généreuse. Elle vous donnera 50,000 $ en guise de règlement, à condition que vous signiez aujourd'hui et renonciez à toute réclamation future sur ses biens et ses revenus. 50,000 $? 15 ans de mariage réduit à moins de 3,5 cents $ par an. C'est de la folie, ai-je dit en regardant Victoria. Vic, dis-leur que c'est de la folie. Elle lisait quelque chose sur son téléphone, n'écoutant même pas. Signe juste, Nathan. Preston a un autre rendez-vous à 16 heures. J'ai besoin de temps pour prendre mon propre avocat. Preston s'est penché en avant, sa voix descendant vers quelque chose qui n'était pas tout à fait une menace, mais qui y ressemblait quand même. Monsieur Pierce, laissez-moi être clair. Si vous forcez Madame Pierce à aller au procès, nous vous enterrons. Nous prouverons que vos contributions financières à ce mariage étaient négligeables. Nous ferons venir des témoins qui attesteront de votre manque d'ambition, de votre contentement dans la médiocrité. Quand nous aurons fini, vous repartirez sans rien, à part les dettes de vos frais juridiques. L'offre de 50,000 $ expire dès que vous quitterez cette pièce. J'ai regardé Victoria une dernière fois, espérant voir une trace de la femme dont j'étais tombé amoureux dans un café il y a 16 ans, l'étudiante diplômée qui m'avait dit qu'elle admirait les enseignants parce qu'ils changeaient des vies pour quelque chose de plus précieux que l'argent. Mais cette femme avait disparu, si tant est qu'elle ait jamais existé. J'ai signé chaque page sans les lire. Choix judicieux, a dit Preston en me glissant un chèque. Madame Pierce a réservé une chambre d'hôtel pour vous jusqu'à la fin de la semaine. Après ça, vous vous débrouillez. Victoria s'est levée, lissant sa jupe. J'ai emballé certains de tes vêtements. Ils sont dans le garage. Mon code de sécurité a été changé, alors n'essaie pas de revenir à la maison. Preston s'occupera de tout le reste. Elle est sortie sans se retourner. 15 ans, et elle ne pouvait même pas dire au revoir. L'hôtel que Preston avait réservé était un motel 6 au bord de l'autoroute, le genre d'endroit où la machine à glaçons est cassée et où les murs sont assez fins pour entendre chaque conversation des chambres voisines. J'y ai passé 3 jours dans le brouillard, à manger de la nourriture de distributeur et à fixer le plafond, essayant de comprendre comment ma vie avait pu imploser si complètement. Le chèque de 50,000 $ trônait sur la table de nuit, me narguant. Cela semblait être une fortune et rien du tout en même temps. À Riverside, en Californie, cela ne couvrirait même pas un an de loyer pour un appartement décent. J'aurais besoin du premier mois, du dernier mois, de la caution, des meubles, et Dieu sait quoi d'autre. Le 3e jour, je me suis enfin traîné jusqu'à la banque pour déposer le chèque et commencer à réfléchir à ma prochaine étape. C'est là que je me suis souvenu de la carte de ma mère. Eleanor Pierce était décédée il y a 23 ans, à l'époque où je sortais tout juste de l'université et croyais encore que le monde était plein de possibilités. C'était une femme calme, ma mère, travaillant comme comptable pour de petites entreprises en ville. Nous n'avions jamais eu beaucoup d'argent. Elle conduisait une Honda vieille de 15 ans, découpait des coupons, achetait des vêtements dans des friperies, mais elle était généreuse avec le peu qu'elle avait, aidant toujours les voisins qui en avaient besoin, trouvant toujours de l'argent pour mes fournitures scolaires ou les livres que je voulais. La semaine précédant sa mort, le cancer ayant tout rongé sauf son esprit, elle m'avait appelé à son chevet. « Nathan, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose, avait-elle dit, sa voix n'étant qu'un murmure. « Tout ce que tu veux, maman. » Elle avait sorti une carte bancaire du tiroir de sa table de nuit et l'avait pressée dans ma main. Ceci provient d'un compte que j'ai ouvert il y a des années. Le code PIN est ta date d'anniversaire, mois et jour. Promets-moi que tu ne l'utiliseras que lorsque tu n'auras vraiment plus rien. Quand tu seras au plus bas et que tu auras besoin d'aide. J'avais promis, confus, mais ne voulant pas la contrarier. Maman, quel compte ?
Quel argent? Tu comprendras le moment venu. Promets-le-moi juste. Je le promets. Elle est morte 2 jours plus tard. J'avais mis la carte dans mon portefeuille et l'avais oubliée, supposant qu'il s'agissait peut-être d'un petit compte d'épargne avec quelques milliers de dollars qu'elle avait réussi à mettre de côté. Je n'avais jamais vérifié. Cela me semblait mal, d'une certaine manière, comme si j'admettais avoir besoin de l'aide de ma mère décédée. Mais, debout devant cette Bank of America sur Harrison Street avec littéralement plus rien, j'ai finalement sorti cette carte de distributeur usée. La bande magnétique était à peine lisible après 23 ans dans mon portefeuille. Je l'ai glissée dans la machine, m'attendant à moitié à ce qu'elle soit rejetée. Veuillez entrer votre code PIN. J'ai tapé 0724, mon anniversaire, le 24 juillet. La machine a fait une pause plus longue que la normale, comme si elle réfléchissait intensément à quelque chose. L'écran est devenu noir. Puis il a clignoté, veuillez voir un banquier immédiatement. Mon estomac s'est noué. Génial. Le compte était probablement fermé ou signalé pour fraude ou quelque chose comme ça. 23 ans, c'était long. Bien sûr que ça ne marcherait pas. J'étais sur le point de partir quand la porte d'entrée de la banque s'est ouverte brusquement. Un homme en costume, probablement au milieu de la cinquantaine, avec son badge indiquant Douglas Chen, directeur d'agence, a pratiquement couru vers moi. Monsieur, dit-il, respirant fort comme s'il avait sprinté à travers le bâtiment. Monsieur, s'il vous plaît, ne bougez pas. J'ai besoin que vous entriez immédiatement. Y a-t-il un problème? Son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement. Le compte auquel vous venez d'accéder. Je dois vérifier quelque chose, s'il vous plaît. C'est urgent. Je l'ai suivi à l'intérieur, confus et de plus en plus inquiet. Ma mère avait-elle été impliquée dans quelque chose d'illégal? Ce compte était-il lié à une fraude? Douglas m'a conduit devant les guichets jusqu'à un bureau privé à l'arrière. Il m'a fait signe de m'asseoir, puis a fermé la porte et a ouvert quelque chose sur son ordinateur. Ses doigts tremblaient littéralement pendant qu'il tapait. Monsieur, puis-je voir une pièce d'identité? Je lui ai tendu mon permis de conduire. Il l'a comparé à quelque chose sur son écran, puis m'a regardé comme si j'étais un fantôme. Monsieur Pierce, quand avez-vous accédé à ce compte pour la dernière fois? Jamais. Ma mère m'a donné la carte il y a 23 ans, juste avant de mourir. Je ne l'ai jamais utilisée. Douglas est adossé à sa chaise, passant sa main dans ses cheveux. Monsieur Pierce, le compte auquel vous venez d'essayer d'accéder. Le solde est de 47,3 millions de dollars. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai vraiment ri parce que c'était tellement absurde. C'est impossible. Ma mère était comptable. Elle conduisait une voiture de 15 ans. Nous avons vécu dans un appartement de 2 chambres toute mon enfance. Le compte a été ouvert en 1985, a continué Douglas, sa voix toujours tremblante. Le dépôt initial était de 50,000 dollars. Il est resté là, intact, pendant 40 ans, accumulant des intérêts composés. Mais ce n'est pas ce qui rend cela extraordinaire. Il a tourné l'écran de son ordinateur vers moi. J'ai vu un document avec le nom de ma mère, Eleanor Marie Pierce, en haut. Votre mère n'était pas seulement comptable, Monsieur Pierce. Selon ces documents, elle était l'actionnaire principal de quelque chose appelé Sterling Financial Holdings. Ce nom vous dit-il quelque chose? J'ai secoué la tête, ayant l'impression d'être dans un rêve. Douglas a ouvert un autre document. Sterling Financial Holdings était une société de capital risque fondée en 1980. Elle a réalisé des investissements précoces dans plusieurs entreprises technologiques qui sont devenues des géants de l'industrie, Microsoft, Apple, Oracle. L'investissement initial de 50,000 dollars de votre mère a cru de façon exponentielle. Ça ne peut pas être vrai. Ma mère n'a jamais mentionné tout ça. Selon ses notes, elle a spécifiquement demandé que vous ne soyez pas informé du compte tant que vous n'y auriez pas accédé. Il y a une lettre ici qui devait vous être remise. Il a ouvert un tiroir de bureau et en a sorti une enveloppe scellée qui semblait être là depuis des décennies. L'écriture de ma mère sur le devant, pour Nathan, quand il en aura le plus besoin. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Le papier à l'intérieur était jauni par le temps, mais les mots étaient clairs. Mon très cher Nathan, si tu lis ceci, cela signifie que tu as enfin utilisé la carte.
Cela signifie que tu as touché le fond. Et je suis désolé de ne pas être là pour t'aider à traverser cela, mais peut-être que d'une certaine manière, je le suis. Tu es probablement confus au sujet de l'argent. Laisse-moi t'expliquer. Quand j'avais 25 ans, je travaillais comme comptable pour une petite start-up appelée Sterling Financial. Le fondateur, James Sterling, ne pouvait pas se permettre de me payer beaucoup, alors il m'a offert des parts de l'entreprise à la place. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait, mais j'avais besoin du travail, alors j'ai accepté. Ces parts ont valu des millions lorsque les investissements de l'entreprise ont porté leurs fruits. J'aurais pu vivre comme une reine, Nathan, mais j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai vu trop de gens que je connaissais détruire leur vie avec une richesse soudaine. J'ai vu des familles déchirées par l'argent, par l'avidité, par des gens qui aiment les dollars plus les uns que les autres. Alors j'ai fait un choix. Je vivrai simplement, travaillerai dur, et économiserai tout pour toi. Pour le moment où tu en aurais vraiment besoin, pas pour le plaisir ou le luxe, mais pour la survie, pour une seconde chance. J'ai créé ce compte avec des instructions précises, tu ne pourrais y accéder que lorsque tu n'aurais rien d'autre, quand tu serais au plus bas. Parce que c'est là que l'argent compte le plus. Pas quand tu es à l'aise, mais quand tu es désespéré. Le montant sur ce compte est à toi, entièrement et légalement. Pas de taxes, pas de restrictions. Il est resté là à attendre que tu en aies besoin. Et si tu lis cette lettre, ce moment est venu. Utilise-le sagement, mon fils. Pas pour acheter des choses, mais pour construire quelque chose, pour recommencer, pour devenir l'homme que j'ai toujours su que tu pourrais être. Je t'aime plus que tout l'argent du monde. Maman, je suis resté assis dans le bureau de Douglas Chen, les larmes coulant sur mon visage, tenant une lettre d'une mère morte depuis 23 ans mais qui, d'une manière ou d'une autre, avait su exactement quand j'aurais besoin d'elle. Monsieur Pierce, dit doucement Douglas. Que voudriez-vous faire? Ce que je voudrais faire? J'ai pensé à Victoria assise dans notre manoir, célébrant probablement le fait d'être débarrassée de son mari insuffisant. J'ai pensé à Preston Manning, qui m'avait fait me sentir comme une ordure sans valeur. J'ai pensé au chèque de 50,000 $ dans ma poche, qui était censé être ma seule compensation pour 15 ans de mariage, et j'ai commencé à rire. Monsieur Pierce? Douglas avait l'air inquiet, comme si je faisais une dépression nerveuse. J'ai besoin de passer quelques appels, ai-je dit en essuyant mes yeux. Et j'ai besoin d'engager le meilleur avocat de Californie. L'expression sur le visage de Victoria lorsque Preston Manning l'a appelé 3 jours plus tard était apparemment digne des livres d'histoire. Je le sais parce que son assistante Melissa, avec qui j'avais toujours été gentil et qui avait toujours pensé que Victoria était un monstre, m'a envoyé un texto à ce sujet, elle a jeté son téléphone à travers la pièce et a crié pendant 5 minutes. Preston a l'air terrifié. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'avais fait, c'était engager Catherine Morrison, l'avocate qui avait fait carrière en démolissant Preston Manning au tribunal. Elle coûtait 850 $ de l'heure, et elle valait chaque centime. Monsieur Pierce, avait dit Catherine lors de notre première rencontre, vous avez signé pour renoncer à vos droits sur les biens matrimoniaux. Cela va être difficile à surmonter. J'ai signé sous la contrainte, ai-je expliqué. On m'a donné moins de 24 heures pour décider, on m'a menacé de ruine financière si je n'acceptais pas, et on m'a explicitement dit que je ne pouvais pas consulter mon propre avocat. Catherine a souri. C'est de la coercition. Et le montant du règlement est inadmissible. 50,000 $ pour un mariage de 15 ans où vous avez contribué la totalité de vos revenus aux dépenses du ménage. Un étudiant en droit de première année pourrait faire annuler ça. Elle a déposé une requête d'urgence pour annuler le règlement de divorce pour cause de coercition, de caractère inadmissible et de défaut de divulgation financière adéquate. L'audience était prévue 2 semaines plus tard. Entre-temps, j'ai utilisé une partie du don de ma mère pour louer un appartement dans un quartier agréable de la ville, pas un manoir, mais un endroit propre et moderne, avec des fenêtres du sol au plafond et une vue sur les montagnes. J'ai acheté des meubles, de vrais meubles, pas les pièces de créateurs hors de prix sur lesquelles Victoria avait insisté, mais des choses confortables qui me convenaient vraiment. J'ai aussi commencé à passer des appels aux personnes avec qui j'avais perdu contact pendant mon mariage. De vieux amis de l'université que Victoria avait jugés en dessous de nous. Mon frère David, à qui j'avais à peine parlé en 5 ans parce que Victoria le trouvait embarrassant. Ils m'ont tous accueilli comme si j'avais été libéré de prison. Nathan, je dois te dire, a dit David autour d'une bière un soir, nous voyons tout ce qu'elle te faisait.
Tu semblais juste rétrécir de plus en plus chaque année. C'est bon de te voir te tenir droit à nouveau. L'audience au tribunal était prévue pour un mardi matin. Je portais un costume que je m'étais acheté moi-même. Pas cher, mais propre et professionnel. Victoria est arrivée en mode guerrière d'entreprise, tailleur Armani, talons Louis Vuitton. Preston Manning à ses côtés, semblant moins confiant que d'habitude. La juge Rachel Steinberg présidait, une femme dans la soixantaine avec une réputation de tolérance zéro pour l'intimidation juridique. J'ai examiné la requête et l'accord de règlement original, a commencé la juge Steinberg. Maître Manning, voudriez-vous expliquer pourquoi votre cliente a offert à Monsieur Pierce seulement 50,000 $ pour un mariage de 15 ans? Preston s'est levé, lissant sa cravate. Votre honneur, le règlement reflétait les contributions financières relatives au mariage. Madame Pierce gagnait considérablement plus, et... Je sais lire, Maître Manning, l'a interrompu la juge Steinberg. Ce qui m'inquiète, c'est le délai. Monsieur Pierce a eu moins de 24 heures pour accepter ou rejeter l'offre, on lui a explicitement dit qu'il ne pouvait pas consulter son propre avocat, et on l'a menacé de ruine financière s'il allait au procès. Cela vous semble-t-il être une négociation de bonne foi? Preston s'est agité, mal à l'aise. Nous essayons d'accélérer le processus, votre honneur. Vous essayez de contraindre un règlement à corriger la juge. Maître Morrison, votre requête pour annuler l'accord est accordée. Nous allons au procès pour déterminer le partage approprié des biens. Le visage de Victoria est devenu rouge. Elle s'est penchée pour chuchoter quelque chose à Preston, qui a secoué la tête et a chuchoté en retour. Elle s'est levée brusquement. Votre honneur, je voudrais parler. La juge Steinberg a haussé un sourcil. C'est très irrégulier, Madame Pierce. Je comprends, mais c'est mon mariage et mon argent. J'ai le droit d'être entendu. La juge lui a fait signe de poursuivre. Victoria s'est tournée vers moi, son expression étant un mélange de fureur et d'incrédulité. Nathan, qu'est-ce que tu fais? Tu as accepté le règlement. Tu as signé les papiers. Tu ne peux pas simplement décider que tu veux plus d'argent maintenant parce que tu as des regrets. Je me suis levé, et Catherine a posé une main sur mon bras, mais je l'ai doucement retirée. Votre honneur, puis-je répondre? La juge Steinberg a hoché la tête. J'ai regardé Victoria, je l'ai vraiment regardée, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas d'amour, pas de rancune, juste rien. Vic, je ne fais pas ça parce que je veux ton argent. Je fais ça parce que ce que tu as fait était mal. Tu m'as intimidé pour que j'accepte un règlement injuste parce que tu pensais que j'étais faible et que je n'avais pas d'autres options. Tu m'as traité comme si je ne valais rien parce que je ne gagnais pas autant d'argent que toi. Mais ma mère m'a laissé un cadeau, pas parce que je le méritais, mais parce qu'elle m'aimait. Et ce cadeau m'a donné quelque chose que tu as essayé de m'enlever, des options. Les yeux de Victoria se sont plissés. Quel cadeau? Un héritage, ai-je dit simplement. Suffisant pour que je n'ai pas besoin de tes 50,000 $. Suffisant pour que je puisse me payer les meilleurs avocats et me battre au tribunal aussi longtemps qu'il le faudra. Preston Manning s'est levé rapidement. Votre honneur, la richesse nouvellement découverte de Monsieur Pierce n'est pas pertinente pour le partage des biens matrimoniaux. En fait, Maître Manning, a dit Catherine, se levant aussi, c'est extrêmement pertinent. Cela prouve que vos menaces de ruine financière étaient vides. Mon client ne se bat plus pour sa survie. Il se bat pour le principe. La juge Steinberg observait l'échange avec un intérêt évident. Cette affaire ira au procès. J'ordonne aux deux parties de soumettre une divulgation financière complète, y compris tout actif acquis avant, pendant ou après le mariage. Nous nous réunirons à nouveau dans 60 jours. Le procès a duré 3 semaines, et c'était magnifique. Catherine Morrison a démonté chaque argument de Preston Manning. Elle a fait venir des témoins qui ont attesté de mes contributions à la carrière de Victoria, des dîners que j'avais organisés pour ses clients, des présentations que j'avais éditées, du ménage que j'avais géré pour qu'elle puisse se concentrer sur son travail. Elle a fait venir des experts financiers qui ont témoigné que 50,000 $ pour 15 ans était inadmissible et punitif. Elle a fait venir des thérapeutes qui ont témoigné des effets psychologiques des tactiques de négociation coercitive. Preston s'est battu avec acharnement, mais il n'était pas de taille. Catherine était impitoyable et préparée. Le jour du verdict, la salle d'audience était bondée.
La juge Steinberg a lu sa décision sans préambule. Après avoir examiné toutes les preuves et tous les témoignages, ce tribunal conclut que l'accord de règlement initial était inadmissible et obtenu par la contrainte. Le tribunal ordonne le partage suivant des biens, le domicile conjugal sera vendu et le produit partagé à 50/50. Tous les comptes d'investissement partagés à 50/50. Tous les véhicules seront vendus et le produit partagé à 50/50. Madame Pierce versera à Monsieur Pierce 450,000 $ de pension alimentaire pour équilibrer le règlement. L'affaire est close. Victoria avait l'air d'avoir reçu une gifle. 450,000 $ en plus de la moitié de tout. C'était probablement 3 millions au total une fois que tout serait divisé et vendu. Mais l'argent n'était pas ce qui comptait. Ce qui comptait, c'était l'expression sur son visage quand elle a réalisé que je n'étais pas l'homme faible et insuffisant qu'elle pensait que j'étais. Ce qui comptait, c'était de me défendre pour la première fois en 15 ans. Après le verdict, je suis sorti du palais de justice sous le soleil de Californie. Catherine était à mes côtés, souriant avec satisfaction. « Vous avez bien agi, Nathan » a-t-elle dit. La plupart des gens auraient pris ce règlement et vécu avec l'amertume. Vous avez riposté. Ma mère m'a appris à n'utiliser son cadeau que lorsque je n'aurais plus rien, ai-je dit. Il s'avère que n'avoir plus rien était exactement ce dont j'avais besoin pour me retrouver. 6 mois plus tard, j'étais assis dans un café du centre-ville de Riverside, le même café où j'avais rencontré Victoria 16 ans plus tôt. Je notais des copies pour mes élèves, une activité que j'avais reprise une fois le divorce finalisé. L'enseignement avait toujours été ma passion, non pas quelque chose que je faisais parce que je ne pouvais rien faire d'autre, mais quelque chose que je choisissais parce que cela comptait. Une femme s'est assise à la table voisine de la mienne, luttant avec un ordinateur portable qui ne voulait clairement pas coopérer. Sans réfléchir, je me suis penché vers elle. Le bouton d'alimentation se bloque parfois. Il faut le maintenir enfoncé pendant 5 secondes. Elle a essayé, et l'ordinateur portable a pris vie. Merci beaucoup. Je suis nul avec la technologie. Pas de problème. Je suis Nathan. Caroline, a-t-elle dit en souriant. Vous êtes enseignant? J'ai baissé les yeux sur la pile de rédaction que je notais. Coupable. Anglais au lycée. C'est incroyable. Ma sœur est enseignante. Elle dit que c'est le travail le plus difficile qu'elle ait jamais aimé. Nous avons parlé pendant 2 heures de tout et de rien. Elle était infirmière à l'hôpital local, récemment divorcée, drôle, gentille et authentique d'une manière que Victoria n'avait jamais été. Quand nous nous sommes finalement séparés, elle avait écrit son numéro sur une serviette en papier et m'avait dit de l'appeler si je voulais reprendre un café un jour. J'ai plié cette serviette soigneusement et l'ai mise dans mon portefeuille, juste à côté de la carte de ma mère. Ce soir-là, je me tenais dans mon appartement, regardant les montagnes, pensant au voyage depuis cette chambre de motel jusqu'ici. L'argent que ma mère m'avait laissé m'avait sauvé la vie, mais il m'avait aussi appris quelque chose de plus précieux. La valeur ne se mesure pas en dollars. Elle se mesure à la gentillesse que vous montrez, au travail que vous faites, aux gens que vous aimez. Victoria m'avait appris cette leçon en essayant de me détruire. Ma mère l'avait renforcée en me donnant les moyens de reconstruire. J'avais encore la majeure partie de l'héritage intact, placé dans des investissements qui allaient probablement croître avec le temps. Je n'avais pas besoin d'un manoir, de voitures chères ou de costumes Armani. J'avais assez pour vivre confortablement, pour suivre mes passions et aider les autres quand ils en avaient besoin, tout comme ma mère m'avait aidé. Le divorce était définitif. Victoria avait son argent, son entreprise et son succès. Et j'avais quelque chose de mieux, ma dignité, ma paix, et un avenir qui m'appartenait entièrement. Ma mère avait eu raison. L'argent comptait le plus quand je n'avais plus rien. Parce que c'est en n'ayant plus rien que j'ai découvert que tout ce dont j'avais réellement besoin était déjà en moi.